vers l'harmonisation des critères d'évaluation. C'est la première approche. Et pour le développer, Mme Alejandrina Matasegre, vice-présidente du Conseil central-américain d'accréditation, et M. François Pernand, directeur du département Europe et international à HCERS, nous accompagnent. C'est un plaisir pour moi de représenter le Conseil central-américain d'accréditation de l'éducation supérieure pour présenter, pour exposer, pour présenter une expérience que nous avons développée depuis quelques années dans la question de harmonisation des composantes de qualité dans l'éducation supérieure. Très rapidement, permettez-moi de vous dire que le CCA est un organisme régional central-américain sans profit qui a été créé par plusieurs secteurs des pays. Le secteur académique, public et privé, le secteur gouvernemental, d'étudiants et professionnels de la région. C'est l'entité qui donne l'accréditation et reconnaissance régionale aux organisations ou agences d'accréditation. C'est une agence d'accréditation deuxième niveau. Comme antécédent, il y a un effort des ministères de l'Éducation de l'Amérique centrale et du Conseil de Sucre pour créer une telle organisation. On a fait des forums centra-américains pour l'accréditation. On a parlé de la question à la Commission pro-tempore et on a commencé le travail avec la coopération allemande. Pourquoi donc le CCA est créé? Il a été créé dans le but d'établir des mécanismes régionaux visant à harmoniser, articuler et à intégrer l'effort de plusieurs institutions et organisations dans le domaine centra-américain visant à assurer la qualité de l'éducation supérieure. Je m'excuse que les diapositives changent, mais se passe de façon automatique, c'est pas moi qui touche. Il y a des domaines de travail, l'accréditation des agents de premier niveau, la promotion de la qualité et autres services et produits. Et la question ici qui nous concerne à ce moment-là concerne la promotion de la qualité et autres services et produits parce que le CCA se centre non seulement dans l'accréditation des agents de premier niveau, mais aussi à promouvoir des forums, formation dans le domaine de l'accréditation et l'évaluation de qualité. Et aussi, comme dans ce cas, l'articulation des efforts centra-américains à partir de l'harmonisation. Je crois... Si je laisse comme ça les diapositives, est-ce que vous pouvez lire? Vous arrivez à lire? Voilà, si je laisse comme ça, vous arrivez à lire, ça ne bouge pas. Je peux continuer de parler. Vous pouvez voir ce que je propose, ce que je mentionne. Pourquoi l'harmonisation? En 2012, on a eu un atelier à la ville de Guatemala qui visait à positionner la question sur des standards régionaux de qualité dans les agences de l'Amérique centrale. À ce moment-là, on a parlé des standards. Par la suite, nous nous sommes aperçus que ce n'était pas une question de standards, techniquement, en parlant techniquement, mais plutôt harmonisation de plusieurs éléments des modèles d'accréditation de l'éducation supérieure. À ce moment-là, il y a eu plusieurs agences qui ont aidé avec l'appui du SUCA ou sous la coordination du SUCA. À ce moment-là, c'était la coopération allemande qui a géré cette initiative. En 2013, nous avons un atelier qui continue avec ce premier atelier d'harmonisation. À cet atelier, on a travaillé la question des standards et critères de qualité pour les agences régionales de l'éducation supérieure. Et à ce moment-là, avec l'appui de plusieurs agences aussi, on a pu faire un travail de réflexion en général avec la participation de toutes les agences d'accréditation
de la région. À San José, pendant cette même année, on a eu une réunion pour définir une feuille de route. C'était déjà décidé qu'on allait travailler dans la question de l'harmonisation. On a fait un effort important pour commencer à parler ou à chercher des façons de parler un langage commun, quoique tout le monde parle espagnol. Et nous avons défini une feuille de route. À ce moment-là, nous avons défini comme des réussites importantes, des succès importants, une définition par consensus concernant la qualité avec la participation de tous. On a défini un glossaire de termes. Ça a été une activité très intéressante parce qu'il y a eu des façons de faire un glossaire de termes par consensus. On a défini des dimensions et des standards comme apport de guide pour la révision des modèles. Ça, c'est très important. Personne voulait ou avait l'intention à ce que les modèles soient échangés. Mais l'idée, c'était d'avoir des termes de référence communs qui permettraient la révision des différentes nouvelles des différentes agences. On a établi la route de travail et on a suggéré des mécanismes qui prenaient l'autonomie, qui prévoyaient l'autonomie de chaque agence. On a été un peu, on considérait qu'il fallait préserver l'autonomie, mais on devait chercher ce langage commun de la région centra-américaine. Après, on a passé à développer d'autres ateliers. On a pu nous articuler et ça a été une décision très importante prise avec le programme universitaire pour la gestion intégrale des risques de désastres et adaptation au changement climatique en Amérique centrale, thème dont on a parlé pas mal ici. Et à ce moment-là, une autre agence, l'agence suisse, a appuyé le développement de ce travail. À partir de ce moment-là, tous les efforts d'harmonisation ont été dirigés vers la définition des éléments communs. Mais là, maintenant, oui, concentré sur la question intégrale des risques de désastres, adaptation au changement climatique. Et à partir de là, on a continué de travailler. Nous considérons que la question de l'environnement, c'est un sujet qui a un sens transversal, un impact important dans la formation dans la région centra-américaine. Et nous nous sommes centrés sur la question de l'environnement. Ainsi, on a développé 3 ateliers, le 4e, le 5e et le 6e atelier d'harmonisation qui ont construit un processus pour obtenir des accords entre toutes les agences d'accréditation. Tout ceci coordonné par le CCA comme une de ses tâches établies pour son existence à partir du décret de création. Dans cet atelier, on a pris la décision de concrétiser les actions, les discussions dans une guide pour l'autoévaluation des actions pour la gestion intégrale des risques de désastre et l'adaptation au changement climatique. C'est comme ça que, par exemple, lors d'un atelier, on a clairement appris ce que c'est que la vulnérabilité de l'environnement dans notre région centra-américaine. C'est un atelier où toutes les agences ont accepté, ont compris la question de notre vulnérabilité. On a fait le suivi, un suivi approprié, mais en cherchant dans les manuels d'accréditation de chaque agence ces éléments qui, d'une façon ou d'une autre, touchaient ou que, d'une façon ou d'une autre, on pouvait insérer le sujet de la question de l'environnement. C'est comme ça qu'on est arrivé à la fin de cette deuxième étape de travail
avec l'accord de création de cette guide d'auto-évaluation des actions. Le guide a un format que toutes les personnes qui s'occupent de la question de auto-évaluation et accréditation connaissent. C'est un guide composé par dimensions, composantes, critères, évidences, etc. Mais dans ce cas, dans la dernière activité développée cette année, on a réussi à établir par consensus une guide qui inclut la dimension avec texte, la dimension apport, processus et produit. Et vous voyez que, regardez qu'on a défini des composantes, comme vous pouvez le voir, des composantes avec leurs critères correspondants et, comme j'ai dit avant, on a progressé avec la définition des éléments qui vont servir comme évidence. Finalement, en voici un exemple. C'est un exemple d'une des composantes avec certains critères. Et je répète, il y a ce format régulier où les agences sont impliquées. Et les institutions et les programmes soumis au processus d'évaluation et accréditation se préparent pour se préparer. En réalité, ceci prouve que tout au long des années, le CCA, avec l'appui de différentes agences de coopération, regardez combien important c'est ceci. Nous avons passé par l'appui, la coopération des agences de différents pays du monde. Nous avons pu continuer avec un travail systématique et soutenu autour d'une question d'intérêt et qui est en accord avec la création du CCA. Ça, c'est un premier élément que je souhaite conclure. Pendant des années, on a pu faire un travail avec la coopération des différentes agences. Deuxièmement, on a réussi à développer une action collective participatoire qui, pas à pas, est acceptée, endorsée par les principaux acteurs ou parties prenantes qui participent dans la construction. Chaque atelier commence en reconnaissant ce que l'atelier précédent a fait comme une validation de ceci et on continue avec le travail. Et nous avons, d'une façon, on a pu prouver qu'un travail de cette nature, assumé, coordonné et dirigé par une agence centra-américaine, comme c'est le cas du CCA, est possible. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que quand j'ai demandé avant quels sont les critères définis pour dire que quelque chose est une innovation, nous, en tant que CCA, nous sommes intéressés de savoir si un travail de cette nature n'est pas nécessairement peut-être considéré comme une innovation, mais c'est un travail qui est objet de coopération internationale. Le travail continue. Comme je vous ai dit, nous avons un guide, il faut l'améliorer et il faut terminer de la valider. Nous espérons que maintenant que le CCA est en train de s'installer au Panama avec l'appui des 5 universités officielles du Panama, on est en train de planifier des actions, dans ce cas très concrètes avec la coopération française, pour voir comment est-ce qu'on va continuer avec le développement de la feuille de route que nous avions définie. Voilà, merci beaucoup de votre attention et mes excuses des problèmes techniques. C'est votre attention. Mesdames et messieurs les recteurs, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs de cette réunion, donc l'IFAC, et je voudrais vous dire combien j'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous. En mai 2016, le HCERS et le SUCA ont signé une convention cadre de coopération et tout à l'heure, dans quelques minutes, nous allons signer une autre convention cadre entre le HCERS, le CONARE et le SINAES.
Bon, il faut aller de l'avant et voir de quelle manière on peut travailler ensemble. Nous avons eu ce matin une discussion là-dessus et nous pensons qu'il y a deux possibilités. La première est celle de partager des expériences, des méthodologies dans le domaine de l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur et de l'harmonisation de nos critères d'évaluation. Vraiment, il est nécessaire. Cela est nécessaire, mais le processus sera nécessairement long. Entre-temps, pour apprendre à travailler ensemble, la seconde possibilité, et bon, cette seconde possibilité n'exclut pas la première. La seconde possibilité est celle de créer un programme de coopération concernant l'évaluation et l'accréditation institutionnelle, faire une ou plusieurs évaluations et accréditation institutionnelle des universités et faire ensuite un rapport sur l'expérience de cette opération. L'HCERES est prêt à le faire et je voudrais vous expliquer pourquoi et pour quelles raisons ça vaut la peine de travailler avec le HCERES. Très rapidement. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en France possède un statut très particulier. Il s'agit d'une institution administrative indépendante. La mission du HCERES est d'évaluer les institutions d'éducation supérieure et de recherche, c'est-à-dire les universités, les grandes écoles, les organismes de recherche, d'évaluer l'activité de recherche des laboratoires de recherche et finalement évaluer les formations et les diplômes du système de l'éducation supérieure français, LMD. Quand nous avons une véritable expérience, nous pouvons vous proposer quelques avantages. Le HCERES est une agence nationale française et aussi une agence européenne immatriculée dans le registre européen des agences de garantie de la qualité. Le HCERES est une des plus rares agences européennes qui évalue les institutions de l'enseignement supérieur et les formations, mais également la recherche. Et le fait d'avoir l'expérience de l'évaluation sur la recherche et de savoir comparer l'évaluation institutionnelle, celle des formations et celle de la recherche, constitue un avantage et une garantie de qualité. Troisièmement, le HCERES agit conformément aux normes internationales et aux normes européennes. Je parle là des standards européens et European Standards and Guidelines, ESGS, des normes adoptées à Bergen en Norvège en 2005, ainsi que la nouvelle version de 2015. Le HCERES a de nombreux accords cadres et des accords de coopération avec d'autres agences internationales. Pour nous, au HCERES, la garantie de la qualité fait partie du pilotage stratégique de l'institution. La qualité est tout d'abord une stratégie institutionnelle et une politique de chaque institution. Et elle doit être conduite au plus haut niveau de l'institution. Chaque évaluation est basée sur une auto-évaluation avant de procéder à l'évaluation de l'entité par le HCERES et toutes les évaluations sont faites par des pairs, c'est-à-dire des experts.
qui procède à une évaluation qualitative complétée par le rapport d'auto-évaluation de l'université et par une visite sur place. Très important. L'assurance de la qualité, l'évaluation et l'accréditation constituent des encouragements pour le système de l'éducation supérieure et de la recherche. L'assurance de la qualité ou la garantie de qualité ne doit être jamais un contrôle de police, mais un vecteur pour le changement. Pouvant permettre le changement, les évaluations ont pour but d'identifier des forces, des faiblesses et de faire des recommandations pour améliorer l'enseignement supérieur et la recherche. L'évaluation extérieure d'une institution constitue un processus qui intègre les activités de recherche et de formation dans une analyse stratégique globale, tout en faisant le lien entre la gouvernance, le pilotage et l'exercice des missions. L'évaluation examine l'organisation, son fonctionnement et les résultats obtenus à chacun des secteurs de l'activité en prêtant une attention soutenue à ces politiques de qualité. Le HCRS a déterminé des lignes d'action, des critères. Ce n'est pas exactement la même chose, mais enfin, disons, c'est un guide, une base pour l'évaluation structurée sur 6 secteurs qui représentent les grands secteurs d'activité correspondant aux missions de l'enseignement supérieur, plus la stratégie et la gouvernance d'une part et le pilotage d'autre part. Les secteurs sont déclinés sur 17 champs d'activité qui définissent les principaux sujets sur lesquels aura lieu l'évaluation. Je ne détaille ici que les noms des secteurs et je vous laisse lire le reste. Secteur 1. Le premier secteur, évaluer la stratégie et la gouvernance d'une institution avec sur 3 domaines. Le secteur 2, évaluer la recherche et la formation et les liens entre les deux. Aussi sur soit domaine politique de recherche, politique de formation et lien entre la recherche et la formation. Secteur 3, trajectoire de l'étudiant avec aussi sur trois composantes, les trajectoires des étudiants, l'orientation vers l'insertion professionnelle, les ressources pour l'apprentissage et fonds de l'apprentissage. Secteur 4, ce sont les relations extérieures, en évaluant la politique de la collaboration et les rapports internationaux. Secteur 5, qualité et éthique, politique de la qualité et amélioration continue, éthique et déontologie. Et le secteur 6, pilotage, sur 4 domaines, les finances de l'institution, les ressources humaines de l'établissement, les systèmes d'information et les patrimoines immobiliers de l'institution. De l'établissement. Et voici tous les points que nous pouvons analyser sur une évaluation institutionnelle et tous ceux que nous pouvons partager avec vous. Je vous remercie de votre attention.